Je peux passer les diapos. On laisse ça ouvert. Oui, c'est bon. Ça va être- Alors, je peux aussi passer le diapo. On va passer à l'introduction. Donc, en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ce sujet-là aujourd'hui ? Alors, je vais parler surtout pour moi personnellement. Je ne vais pas m'étendre sur ma vie privée, évidemment, mais vous expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à aujourd'hui parler de ce sujet-là. Donc, si vous voulez, moi, je suis infirmier depuis bientôt 14 ans. J'ai commencé dans le SIX et donc j'ai vu plusieurs services, plusieurs fonctionnements, plusieurs services, plusieurs fonctionnements, plusieurs manières de travailler. Et très vite, et je travaillais également en réa neuro, et très vite j'ai voulu me poser dans ce service-là. Pourquoi ? Parce que justement, il y a 14 ans, c'était pas le même fonctionnement. On était ici au deuxième, il y avait un fonctionnement qui était propre. Et ce qui m'avait vraiment plu, c'était vraiment cette collaboration-là, ce binôme infirmier, parce qu'on travaillait vraiment comme ça. La disposition du service faisait en sorte qu'on pouvait travailler comme ça. On n'était pas nombreux comme on est aujourd'hui, ce qui fait que plus facilement, on arrivait à se travailler en binôme. Pardon, excusez-moi. Elle va qui ? Je suis grippé. C'est pour ça que je garde le masque aussi. Et du coup voilà. Après, c'était pas du tout la même période. Hein. Donc, voilà. Donc, les années ont passé. Moi, j'ai fait 2 ans en réanimation, en neuroréanimation, et je suis parti pendant 8 ans. Et je suis revenu donc, il y a à peu près 3 ans. Donc, j'ai réintégré le service. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui avait changé, qu'il y avait une espèce de scission qu'il y a eu, en fait, dans cette collaboration-là. Ce qui fait que je me suis posé des questions à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui avait amené à ça. Et du coup, quand Johan est venu me voir pour me demander si je voulais parler d'un sujet sur cette journée de formation-là, c'est ce sujet-là qui m'est venu à l'idée pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu comme événement qui a un peu perturbé un peu notre fonctionnement en binôme et notre collaboration. Il y a eu plusieurs choses. Hein. Donc, il y a eu, cette année, surtout, les choses se sont bien accélérées. On a eu le déménagement, qui a un peu perturbé un peu tout le monde par rapport aux locaux. On a perdu un peu nos repères. Il y a eu, du coup, la crise sanitaire avec la Covid, du coup, qui maintenant elle nous a fait passer en 12 heures, donc un nouveau encore fonctionnement, une augmentation de l'équipe. On est passé de 30 infirmiers, je pense, à 44 infirmiers. Aides-soignants, je ne sais pas combien. Aides-soignants, on était, je sais pas, 22, 25 à peu près. 20 à 28 aides-soignants. Oui, c'est vrai, je garde les chiffres du début de quand on était super bien. C'est vrai que sur la fin, on était à peu près une vingtaine et au final, 19 ou 20. Et là, maintenant, on est sur 28 aides-soignants actuellement. Donc voilà, donc c'était un peu tout ça qui amène aujourd'hui à se poser des questions, savoir comment est-ce qu'on collabore aujourd'hui, où on en est, faire un état des lieux de la situation, mettre un petit peu un cadre, reposer un cadre réglementaire, voilà. législatif et voilà, et puis essayer de voir, trouver en fait en équipe qu'est-ce qui a amené ce dysfonctionnement et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de retrouver cette cohésion et tout ça pour la prise en charge optimale du patient en fait. Le but qu'on doit vraiment rechercher, c'est ça. Parce que finalement, quand on ne travaille pas main dans la main, c'est pas que c'est une perte de chance pour le patient, mais finalement on réduit peut-être les choses, on réduit ses chances et c'est dommage et dommageable pour lui. Donc au final, il faut vraiment qu'on y arrive, quoi. Parce que vraiment, quand il y a 14 ans, je suis arrivé jeune diplômé, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans cette façon de travailler ici en réa neuro, avec la disposition du service, des box de 4 patients, donc 2 infirmiers, un aide-soignant dans chaque box, et le travail en équipe se faisait naturellement. Et puis, il n'y avait pas autant de turnover, c'était une équipe assez fixe, qui fait qu'on se connaissait tous un peu. Et voilà. Et du coup, quand je suis revenu, moi, il y a 3 ans, après 8 ans d'absence, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Une autre hiérarchie aussi, une autre direction, un autre management. Voilà. Et après, je suis vite passé de nuit, du coup, parce que de nuit, on retrouvait un petit peu ce fonctionnement-là.
ce fonctionnement-là, parce qu'on n'avait pas le choix, on n'était que 2 dans un box. Donc on ne pouvait que travailler en binôme, on ne pouvait pas être tout seul. Donc voilà. Et puis on se connaissait bien, donc voilà, il y avait plein de choses qui faisaient ça. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'était le moment de poser les choses pour savoir qu'est-ce qui perturbe tout ça, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc quand il m'a demandé ça, donc je me suis dit, je ne peux pas faire ce travail-là tout seul non plus, parce que on parle de la collaboration infirmier et AS. Donc dans un premier temps, j'ai demandé à notre cher collègue aide-soignant Wesley, qui était intéressé par le sujet aussi, qui est jeune aide-soignant dans le service. Après, malheureusement, son planning a fait que... Voilà, mais dans deux... gentiment proposé. Et du coup, j'ai pas perdu au change finalement. J'ai sauté sur l'occasion parce que, en fait, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Enfin j'espère. Et quand je vois la quantité qu'on est ce matin, je me dis que oui, quand même. Et du coup, oui, ça m'a intéressé tout de suite, même si je vous avoue que j'ai regretté après. Mais parce que c'est quand même du travail, en plus de travailler dans le service. Donc, ceux qui font des formations, chapeau à vous, hein, parce que vraiment, c'est quelque chose de particulier. Et après, on a appris des choses aussi, donc vous allez voir faire. Donc c'est bien aussi. Voilà, faut se lancer. Bah, d'accord, donc on va commencer par une présentation du service, tu vas faire la présentation. On va passer sur la diapo suivante. Alors, présentation de notre service, donc après, pour tout le monde, vous connaissez, hein, plus ou moins. Entrez, bonjour, soyez bienvenus. Donc on est dans nos nouveaux locaux depuis le mois de février, c'est ce que vous a expliqué Yann. Déménagement qui s'est merveilleusement passé, hein. Tant mieux pour nous, il n'y a pas eu de quoi. Donc on a eu une bonne séparation aussi en amont. Après, voilà, donc des locaux tout neufs. Donc une capacité totale de 18 lits. Il faut savoir que quand on a déménagé avec 12 lits à la base. Ce qu'on avait dans notre service au deuxième. Donc avec 8 lits de réa et 4 lits du SC. Et puis la crise Covid est passée par là, donc il a fallu rapidement augmenter le nombre de lits. On est passé de 12 à 14, et puis après de 14 à 18. Donc là, lorsqu'on a préparé cette formation, on était à 14 lits de réa et 4 lits du SC, sauf qu'entre-temps, j'ai appris qu'on était passé à 18 lits de réa. Potentiel. Voilà, potentiellement. Après, on savait que c'était un scénario possible. On nous avait prévenu qu'en cas d'augmentation de cas, on serait amené éventuellement à passer à 18 lits. Pour l'équipe médicale, donc, on a 5 praticiens hospitaliers, 4 assistants de la médicale, plus ou moins 2 internes. Pourquoi plus ou moins ? Non, mais il y en a plus en ce moment. Parfois on peut en avoir plus, parfois on peut en avoir moins. Au niveau de l'encadrement, donc on a un cadre supérieur, donc Monsieur Coranti. On a notre cadre de proximité, Madame Célie Jaradine, qui est présente avec nous aujourd'hui. On a une faisant fonction, donc Fontaine Kelly. Et au niveau de l'équipe paramédicale, donc en fait, donc en remaniement constant, parce que je pense que ça a dû peut-être bouger encore là, non, avec l'augmentation en 18 lits de réa. Non, effectivement, on avait potentiellement les 3 dernières qui ont été formées, à savoir Mathilde. Celles qui ont été Oui, les 3 dernières, en fait, elles étaient potentiellement pour les 18 lits de réa. Donc, on augmentait la capacité de 14 à 18 lits de réa. Bien entendu, en rajoutant un petit peu de six. Donc là, elles sont toujours là, on les a gardées. Donc, on reverra peut-être à la baisse après, une fois qu'on aura nos 12 lits. D'accord, très bien. Voilà, donc pour l'équipe paramédicale, 44 IDE pour 28 aides-soignantes, une kiné, donc Bénédicte, que vous avez dû tous voir, oui, je pense. Une secrétaire, donc Béatrice. Et donc depuis le mois de mars, donc on est passé en 12 heures, parce qu'auparavant on était encore sur les 3-8. Il y avait un projet 12 heures pour les infirmiers qui étaient en cours. Et ce n'était pas le cas pour les aides-soignantes. Donc ça fait que pendant un petit moment, on a fonctionné encore sur les 3 8 en début d'année. Et puis là, il a fallu s'adapter rapidement. Voilà. Du coup, maintenant, on va vous parler des 2 protagonistes de ce sujet-là. Ah non, oui, c'est ça, les infirmiers et les aides-soignants. Donc je commence avec les infirmiers. Je ne vais pas vous citer tout ça parce que c'est assez... rébarbatif, c'est tous les textes
les textes législatifs, hein, ça, en fait, ça vient du Code de la santé publique qui va en fait régir notre métier. Donc, une définition de ce Code de la santé publique, là, hein, que vous connaissez tous, hein, je pense. Hein. Et ce qui était important à noter dans cette définition-là, par rapport au sujet qu'on traite nous, c'est qu'on exerce notre activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. Voilà, donc les 10 compétences qui nous sont attribuées. Celle qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est communiquer, conjuguer une relation dans un contexte de soins et organiser et coordonner des interventions soignantes. Je peux passer la diapo. Alors, la charge en soins de l'infirmier. En fait, ce qu'on voulait mettre, c'était aussi dans le questionnaire que vous avez vu, hein, c'était essayer de savoir est-ce que tout le monde sait ce que la charge en soins de son collègue, en fait. Si on est aide-soignante, est-ce qu'on sait ce que l'infirmier fait dans la journée, quelle charge de travail il a, et inversement, l'infirmier, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il est informé, est-ce qu'il connaît la charge de son collègue? Parce que pour moi, c'est important de le savoir, parce que souvent, c'est à cause de ça qu'il y a des quiproquos, des malentendus, parce qu'on se dit moi je suis en train de faire ça, en train de faire plus que l'autre, et pourquoi est-ce que l'autre a fait ça? Et c'est en fait une forme de méconnaissance, en fait, on ne sait pas vraiment ce que... Voilà, ça peut être ça peut être plein d'autres choses aussi, mais ça peut être ça. Donc la charge en soins est importante. Donc surtout en réanimation. Pourquoi? Parce que c'est un service qui est assez complexe et qui est stressant, en fait. C'est un univers assez stressant, la réanimation. La neuroréanimation, par sa spécificité, nous demande aussi d'autres compétences. Hein. Il y a l'aspect clinique, état clinique du patient, qui est très important parce que c'est l'infirmier qui va alerter le médecin sur un changement de l'état clinique du patient. Et ça va amener et déclencher plein de choses derrière après. Il y a aussi tout ce qui est dispositifs médicaux, les intubations et tout ça, des sujets que vont traiter tout à l'heure Sébastien, je crois Delphine aussi. Donc voilà, qui fait aussi qui ramène un stress et puis une charge de travail et une charge mentale pour l'infirmier. On a fait par la suite, du coup, un plan, on ne va pas passer tout de suite la diapo. On a fait une journée type, en fait. Vous allez voir, on a fait 2 tableaux. La journée type de l'infirmier et la journée type de l'aide-soignante. On a enchaîné sur les greffes, là. Je sais pas Ah oui. Vas-y, ça sera plus tard. Comme ça, on voit qu'est-ce qu'il y a après. Après, donc, au niveau des aides-soignantes, donc, la définition du métier et le rappel législatif. L'aide-soignante, elle exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier. Donc je fais un petit peu la lecture parce que du coup, je sais pas si... Je pense que les aides-soignantes, surtout ceux qui sont nouvellement diplômés, ou tout ça, ils ont encore tout ça bien en tête. Après, je sais pas au niveau des infirmiers comment ça se passe pour vous, si vous avez une bonne connaissance des textes qui encadrent finalement les rôles des aides-soignantes ou pas. Je vous pose la question. Pas nécessairement. Voilà, donc l'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci conformément aux articles du Code de la santé publique, donc travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, extra-hospitalier. On participe dans la mesure de nos compétences et dans le cadre de notre formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs, dans le but de promouvoir, protéger, maintenir, restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. Donc voilà, ça c'est pour la définition du métier. Donc, alors, les aides-soignants, donc au niveau historique, avant l'arrêté du 23 janvier 1956, on n'avait pas réellement une reconnaissance de notre rôle. En fait, ils se sont aperçus donc après la guerre que voilà, les infirmières étaient débordées, qu'elles avaient besoin d'aide. Donc on a eu besoin d'aide-soignants, mais il n'y avait pas réellement d'existence légale, on va dire. Donc c'est à partir de 1956 que la création du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, c'est la reconnaissance officielle du métier d'aide-soignant.
En mai 99, donc alors j'ai mis par rapport aux dates parce que pour essayer de suivre une espèce de chronologie, donc là il y a un arrêté relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations trachéales. Alors ça je l'ai mis parce que du coup c'est un questionnement qu'on a, enfin, qui revient régulièrement. Au final, l'aide-soignante, est-ce qu'elle peut faire les aspirations ou pas? Donc cet arrêté-là, il stipule qu'il y a des personnes qui peuvent être habilitées à le faire, mais par contre sous certaines conditions. Donc il faut avoir suivi une formation donc de 5 jours, qui se fait en général en IFSI, avec 3 jours de pratique et 2 jours de théorie. Et puis aussi, alors c'est un peu, cet arrêté il est un peu ambigu parce que il se tourne plutôt vers les personnes qui sont trachéotomisées mais à domicile. Parce que du coup, il y a une espèce de nuance qui est faite dans cet arrêté pour dire que ça ne concerne pas forcément le personnel, les patients qui sont hospitalisés. Parce qu'il y a quand même la notation qui précise que c'est en l'absence d'infirmiers et sur prescription médicale. Donc je ne sais pas si j'ai été très claire. Voilà. Donc après, nous on a eu des échos comme quoi peut-être en ORL les aides-soignants aspirés. Alors du coup, est-ce que c'est parce qu'en ORL ils ont peut-être un manque de personnel infirmier? Je ne sais pas si au final ça se justifierait par exemple en neuroréanimation. Si est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette formation-là, si on l'a demandé ou pas? Alors, oui, vous avez tout à fait le droit à avoir cette formation. Effectivement, en ORL, ils sont mis infirmiers, je ne sais pas exactement le nombre de patients, mais ils ont pas mal de cas de trachéo. Donc forcément, l'infirmier seul ne suffit pas à gérer toute la charge en soins par rapport à cette trachéo. Effectivement, vous avez bien précisé la nuance par rapport à cette arrêté-là. C'est vrai que c'est plus à domicile, mais il faut aussi l'adapter après dans le contexte actuel, puisqu'il y a une évolution et on ne peut pas se baser, le texte date encore de 99, ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc effectivement, c'est un peu comme quand je le dis pour les infirmiers, vous êtes un infirmier pour 2 patients et demi, mais ça date depuis, je sais pas, 40-50 ans. Il y a peut-être une évolution, donc effectivement, on pourrait retravailler ça et ça serait intéressant de voir aussi, de se rapprocher des instituts de formation pour voir comment on peut améliorer ça. Effectivement, en réanimation, il y a une formation, on peut faire la formation pour pouvoir après effectuer ce geste-là. On avait contacté justement l'IFAS, Madame de Fondemière, qui disait que en fait c'était pas chez eux pour l'instant qu'ils le faisaient, que c'était en pourparlers et que c'était peut-être pour l'année prochaine qu'ils allaient proposer ça, mais peut-être plutôt à l'IFSI. Pour la formation ? Oui, c'est en IFSI. Sachant qu'au cours de cette année, pour les entretiens professionnels, nombreux parmi vous, les aides-soignants, avaient demandé la formation aide-soignant en réanimation. Donc effectivement, c'est une formation qui se passe en métropole. Moi, ma demande auprès du service formation, c'est que l'intervenant vienne pour que vous soyez davantage être formé. On ait plus de chance, à être formé, parce que si nombreux. C'est vers la métropole, on va être limité. Justement avec ces formateurs-là pour voir éventuellement cette possibilité de former, d'apporter un apport théorique pour éventuellement aussi... Ou des formations en visio, c'est peut-être plus simple maintenant que l'intervenant vienne. Oui, mais après il y a la pratique aussi. Il y a la pratique, donc, des choses à à mon valider. sens, il vaut mieux que l'intervenant puisse venir et faire la formation. Donc on en reparlera à ce moment-là. D'accord. On pourra réajuster et voir par rapport à cette arrêté-là ce qui se fait aussi en métropole. Il y a très probablement des ajustements qui sont déjà faits de toute façon. Oui, certainement. Ouais. Voilà, ensuite on poursuit donc la circulaire qui est sortie en 99, donc relative à la distribution des médicaments. Donc l'aide-soignant peut participer à la distribution des médicaments lorsque ce geste est bénin, à savoir qu'il relève de la vie courante. Donc ça veut dire elle peut apporter une aide, mais de base sur un patient qui lui-même aurait pu potentiellement prendre tout seul. C'est une aide ponctuelle, donc c'est possible. Alors nous, on dépend surtout de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant. Donc c'est l'apparition du nouveau référentiel. C'est vraiment un document qui décrit concrètement la formation aide-soignant avec ses compétences et qu'est-ce qui va rentrer dans toutes ces compétences. Voilà, donc tout est bien détaillé là-dedans.
Ensuite, en 2007, donc c'est la réforme des études conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant. Donc ça, c'est pour février. Et en avril, pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, alors obligation pour les aides-soignantes et les auxiliaires d'être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. N'est-ce pas? Donc qui avait bien commencé l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc effectivement, ça avait bien commencé, les formations d'AF, GSU, qui se faisaient essentiellement sur Félix-Millon, donc pas du tout sur Saint-Pierre. 3 journées, je crois, 2 ou 3. Ça dépend. Ça dépend. On a fait le recyclage. Oui. Donc, fréquemment, c'est une journée. Sinon, voilà, et puis malheureusement, ça s'est interrompu, ça n'a pas été poursuivi. Donc je pense qu'on est pas mal d'aides-soignants à ne pas valider ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc là, en 2017, en août, il y a eu la création du diplôme d'État pour les aides-soignants. Donc là, du diplôme d'État. Voilà, parce qu'auparavant, c'était un diplôme professionnel. Donc il y a eu un petit changement. Alors, pour les aides-soignantes, donc le référentiel de compétences, il définit 8 compétences que je vous ai mis là. Donc, accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d'autonomie, apprécier l'état clinique d'une personne, réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne, utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des personnes, établir une communication adaptée à la personne, à son entourage, utiliser les techniques d'entretien. Voilà, donc jusqu'au 8e. Et en fait, dans ces 8 compétences, donc comme je vous ai dit, il y a vraiment des soins, dans ce référentiel, c'est vraiment très détaillé, de clairement qu'est-ce que l'aide-soignante, elle apprend durant sa formation. Voilà, donc du coup, je le précise pour qu'on sache bien, par exemple, pour ce qu'on va parler après, donc le glissement de tâches, il faut savoir que théoriquement, à l'aide-soignante, on pourra lui demander que ce qu'elle a appris là-dedans, en fait. Et pas de dépasser ses compétences, ou de demander des choses finalement pour lesquelles elle n'aurait pas été formée. Alors, du coup, le ratio dont on parlait tout à l'heure là avec Madame Célie, en fait, c'est l'article 61-24 là, qui dispose que sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum 2 infirmiers ou infirmières pour 5 patients et un aide-soignant pour 4 patients de réanimation. Actuellement, dans le service, nous, on est 44 infirmiers, donc il y a 28 aides-soignantes, en roulement de 12 heures jour-nuit. Les scénarios possibles en ce moment. Donc, on peut avoir un IDE pour 2 lits de réanimation, un IDE pour 2 lits de réanimation et un lit d'USC, un IDE pour 4 lits d'USC, c'est parce qu'on a choisi de faire ce fonctionnement-là, et non pas 2 infirmiers pour les 5 patients, quoi. Et aussi donc un infirmier pour 4 lits d'USC, et pour les AS, donc c'est une AS pour 4 lits de réa, ou une AS pour 3 lits de réa, et une AS pour 4 lits d'USC. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment dans le service. Et ça peut être remanié là, puisque les lits d'USC peuvent être transformés en lits de réa. Donc voilà, vous connaissez un peu le service maintenant. Donc il y a le secteur 1 et le secteur 2. Donc 7 lits de réa pour 3 infirmiers dans un secteur et 2 AS. Et le secteur d'USC, c'est 4 lits d'USC, donc pour un infirmier et une AS. Donc on respecte bien cette règle-là. Est-ce que vous avez des questions pour ça? N'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires ou s'il y a des questions à un moment qui viennent. Parce que je pense que c'est important sur la collaboration justement avec l'aide-soignante. Parce que là, on voit bien que par exemple, l'aide-soignante, là, elle aura 4 lits de réa. Et elle va travailler au final avec 2 infirmiers. Voire 3. Voire 3 parfois, exactement. Donc, mais c'est quand même plus rare parce que... C'est plus rare, mais ça peut arriver, surtout si vous croisez les patients parfois. Ça arrive surtout quand on était à 12 lits de réa et avec les 2 lits d'USC. Aussi. Là, c'était... Parce qu'au final, là, on est passé... Donc, quand on dit, par exemple, une AS pour 3 lits de réa,
Normalement, dans les textes, c'est une AS pour 4. Et donc, théoriquement, quand on faisait une AS pour 4, du coup, parfois, on arrivait à dégager une AS circuit, on va dire. Sauf que pour faire en sorte que le binôme fonctionne un peu mieux, du coup, parce que vous en avez pour la plupart 2 voire 3 patients, on s'est dit il vaut mieux qu'on se redispatche dans les soins et que du coup il y en ait qui n'ont que 3 patients et qu'on peut essayer de se caler sur 1 ou 2 infirmiers plutôt que de chevaucher sur 3 à chaque fois. Et après, par rapport à cette question-là, la question de l'eau, effectivement, les tâches de circuit. Alors oui, les tâches de circuit, donc c'était pas mal, c'était l'aide-soignant au final qui s'occupait des tâches annexes. Et c'est vrai qu'en perdant cet aide-soignant, cet aide-soignant supplémentaire, entre guillemets, les tâches annexes sont redistribuées sur les AS de soins. Donc c'est pour ça que de temps en temps, au final, l'AS de soins, elle ne va pas forcément pouvoir être auprès du patient à l'instant T où on aurait besoin d'elle, parce qu'elle s'occupe d'une tâche annexe qui était dévoluée avant à l'AS circuit. Alors donc on arrive à cette journée type là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a fait vraiment 2 tableaux très brefs en fait. Moi j'ai un peu de difficulté à vraiment mettre sur papier ce qui se passe sur une journée entière pour un infirmier de réanimation parce que ça peut être tellement variable. Les événements qui arrivent dans la journée, on ne peut pas vraiment rester sur un planning figé, un profil de poste. Pareil pour la S. Et c'est pareil pour la S. Oui. J'ai vu que, par exemple, Sabrina a beaucoup plus détaillé ce qu'il y avait à faire. Après, j'ai mis des trucs comme ça, mais au final, c'est pas trop représentatif en fonction du nombre de patients que tu as ou que tu n'as pas, ou des soins qui interviennent à un moment ou à un autre. Ça fluctue, ça bouge tout le temps. Pour donner comme exemple, par exemple, on peut parler d'une situation. Voilà, je suis infirmier, ça fait 2 ans que je suis là en neuroréa. Donc je pense que je connais un petit peu, je maîtrise un petit peu. En fait, comme je parlais, la spécificité de la réa, c'est bien parce que l'avantage de la spécificité, c'est qu'on fait tout à peu près tous les jours les mêmes actes. Enfin, on s'habitue au matériel et tout ça. On se perfectionne un peu dans un domaine. Du coup, voilà, je suis infirmier de réa, j'ai un patient qui a une PIC, une DVE, elle a une PTE2. Voilà. Donc je pense que je maîtrise à peu près tout ça. J'ai un deuxième patient, on ne va pas nommer son nom, c'est monsieur B qui est en chambre 14. Voilà. On travaille. Et là, il y a docteur Couré qui arrive, qui dit écoute, on va poser un picot. Et là, picot, je ne sais plus trop c'est quoi, tu te poses la question, picot, est-ce que c'est un rapport? Il n'y a plus de place sur le crâne avec la DVE, la pique. Il dit non, en fait, il a aussi un cœur, ce patient-là. Donc, on n'est pas habitué à ça. Donc, on va faire la pose de picot. Donc là, tu cherches désespérément quelqu'un pour t'aider. Tu appelles quelqu'un, tu reconnais personne parce que tout le monde est masqué. Tu lui dis, va me préparer le matériel pour le picot. Et là, tu t'aperçois, tu vas parler avec, je sais pas moi, la stagiaire de lycée là, qui dit, ouais, mais moi, je sais pas, elle sait pas. Je lui dis, va voir Mac 2, tu vas voir, Mac 2.0, elle va te dire, voilà, bref, c'est ça. Le cheminement qui s'enchaîne. Après, là-dessus, on fait une dialyse, et puis, etc., les choses qui s'enchaînent, quoi. Hein? C'est là qu'on te dit qu'on va aller au scanner. Donc, on prend juste la tête, ou bien on prend aussi les deux dents. Voilà, donc, la journée type qui suit. En fait, on est plus chargé que vous quand même. C'est ça, je disais. Pas dire, En fait, le but, c'était pas de voir qui était plus chargé que l'autre. C'était vraiment de voir sur cette organisation-là, sur quel point, à quel moment, la collaboration est intéressante en fait. Parce que c'est très large. On a fait des plages horaires très larges. Et ce qui est important de voir, c'est vraiment sur quelle tranche horaire, sur quel acte, sur quel soin on va pouvoir collaborer pour avoir une organisation efficace.
Après, nous, dans l'idéal, bien sûr, d'autres actions qui vont venir. Il y aura les pansements, il y aura des aides pour faire les pansements. Il y aura, parce que de toute façon, le travail de binôme, ça ne dépend pas que des soins de nursing et tout ça. Il y aura plein d'autres choses. Et je pense qu'à chaque fois on va parler aujourd'hui, par exemple, les dispositifs intravasculaires, l'intubation, tout ça, je pense qu'il y a aussi là-dedans intégré le rôle de l'AS. Donc en fait, c'était, voilà, comme disait Yann, pour mettre en lien les temps forts où on se trouve. Donc c'est essentiellement, effectivement, sur les toilettes du matin et tout ça. Et après, c'est vrai que nous, les aides-soignantes, le matin, on a tendance à enchaîner sur pas mal de petites choses. Et des fois, vous pouvez avoir besoin de nous, sauf qu'on va vraiment essayer, enfin nous, se diriger vers nos tâches. Je ne sais pas, le ménage ou l'alimentation du patient, on ne va pas forcément être disponible pour vous à ce moment-là. Et donc ça, parfois, ça peut être source de problématiques, de tensions. Et du coup, il faut qu'on arrive à essayer de s'organiser ensemble, à comprendre comment fonctionne le déroulement de la journée de chacun d'entre nous. Pour justement casser les tensions qui finalement n'ont pas lieu d'être si on arrive à communiquer efficacement en amont et du coup à s'organiser convenablement. Après, il faut essayer de voir les priorités où elles sont et de s'organiser sur les journées. Après, en travaillant là-dessus, justement, Sabrina avait donné un exemple bien précis. Par exemple, on est en train de faire la toilette, il est déjà 9h30. Le patient est retourné, on voit qu'il y a le pansement à faire dans le dos, c'est ce que tu me disais. Oui, et l'infirmier va te dire, écoute, c'est bien, comme je profite, je vais faire le pansement, comme il est retourné, tout ça. Mais on n'a pas idée de ce qu'elle a... Pour nous, AS, c'est pénalisant parce qu'on a encore potentiellement 2 toilettes derrière, voire même des patients à faire manger. Déjà à lui préparer son petit déjeuner, puis à le faire manger. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se dire, bon certes, c'est vrai, il était tourné de son côté, mais on va quand même le retourner dans la journée, ce patient, ça c'est pas la dernière fois qu'il va être tourné, j'espère. Et du coup, se dire que ce pansement-là, on va peut-être pouvoir le décaler, parce que moi, pour le coup, mon petit déjeuner, je ne peux pas le décaler pour 11h, quoi. Parce qu'il va avoir son repas de midi qui va arriver. Le tien, bien celui du patient. Celui de mon patient. Voilà, donc ça c'est à prendre en considération des contraintes sur lesquelles je ne vais pas pouvoir trop décaler. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ça vous est déjà arrivé ou pas. Voilà, donc ça Non mais c'est ça, en fait on s'en rend pas compte, je pense pas que ça soit fait méchamment, je pense que je dis, dans le feu de l'action on y est, tant qu'à faire, on fait le pansement et puis c'est fait. Sauf que derrière, il y a d'autres patients qui attendent, et puis nous, on en a 4. Enfin, pour certaines 3, mais pour d'autres, on en a 4. Après, je ne sais pas si ça a été dit au début, comme ça ne me pas, mais peut-être tout l'intérêt, justement, se poser le matin quand on fait notre planification. Mais en fait, on va le dire dans les pistes d'amélioration plus tard. C'est ça, c'est de communiquer en amont et de s'organiser sur le déroulé de la journée ou de la matinée, et puis d'essayer de se caser des moments où on peut se rencontrer en commun et dire, voilà, on le fera à ce moment-là. Bon, après, c'est un risque qu'on prend aussi parce que ce moment-là, peut-être que finalement, il ne collera pas parce que tu vas avoir un scanner qui va tomber dessus. Ou parce que le patient XYZ, il va se dégrader. Mais peut-être ce petit temps de 5 minutes sera efficace pour toute la journée. Moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'il faut, oui. Moi, j'en suis convaincue. Je pense que vraiment... C'est des choses qui se font déjà naturellement avec... Déjà, les transmissions, on les prend séparément. Alors ça, c'est normal. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, est-ce que ça serait bien qu'on fasse les transmissions ensemble le matin On est en train de spoiler sur la suite. Ça serait une cacophonie, à mon avis, on ne s'en sortirait pas. Voilà. Bon. On enchaîne parce qu'on a déjà déballé le reste. Bon, ça, c'est le travail de nuit. Alors, je m'excuse par avance parce que je n'aime pas les nuits, donc je l'ai fait ponctuellement et du coup, j'avoue que le peu de fois où je l'ai fait, au final, qu'est-ce qu'on fait en fait, les filles Voilà, donc il y a des choses, donc n'hésitez pas à combler, pour celles qui voient des erreurs, tout ça. Je ne suis pas très au fait avec la nuit, j'avoue. Bon, après, c'est une idée de ce que peut être une nuit. Les nuits, Mais c'est vrai que, alors moi j'ai fait beaucoup de nuits.
sur l'autre fonctionnement, quand on était encore au deuxième étage ici. Et je disais que vraiment la nuit, le travail en binôme se faisait vraiment naturellement parce que on n'était que deux dans le box, donc forcément on travaillait ensemble. Après maintenant on est passé, on a déménagé et du coup, on est revenu à un fonctionnement comme le jour. En fait, on est passé 12-12, donc le fonctionnement va être pareil. Il y a autant d'aides-soignants que d'infirmiers le jour comme la nuit. Donc les actes ne sont pas les mêmes, les soins ne sont peut-être pas les mêmes non plus. Il y aura peut-être moins de scanners, il y aura peut-être moins, et encore. Hein. Il y a beaucoup d'entrées aussi et la encore, nuit. Il y a pas mal d'entrées la nuit, les décès c'est la nuit souvent. Et puis il faut tenir la nuit quoi. Le travail de surveillance, je trouve, il est encore plus difficile. Bon, il nous reste un petit quart d'heure. Alors, analyse du questionnaire. Donc on a mis les items là qu'on avait. Je ne sais pas si vous avez vu passer le questionnaire, si vous y avez répondu ou pas. Donc en fait, on les a dépouillés, on a regardé un petit peu ce que ça a donné. Donc ça, c'était les items qu'on avait mis. Hein. On voulait voir au niveau de la... on a cherché à savoir voilà, la fonction, l'ancienneté dans le service, les connaissances, si les gens savaient faire la différence entre déléguer et collaborer, le degré de satisfaction de la collaboration actuelle et les difficultés rencontrées dans l'administration. Donc en fait, on avait précisé on s'était dit que voilà, pour le travail de binôme qui est important et qu'on recherche et qu'on aimerait que ce soit pertinent et encore mieux qu'avant, donc il fallait qu'on essaye de trouver où étaient les failles, où étaient les difficultés, qu'est-ce qui fait qu'on ait pu perdre à un moment donné ce qu'on avait avant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un questionnaire, on a voulu savoir comment se positionner l'équipe en place. Faire un petit état des lieux. De quoi ? Est-ce que vous avez eu la réponse ? On a eu des pistes. Des pistes parce que finalement, alors tu peux enchaîner sur la suite et tu verras bien. Voilà, le taux de participation phénoménal. Donc on a eu 60% d'abstention. C'est ça. Non, mais après j'ai mis les raisons. Hein, donc, ah oui, c'était pas. On n'a pas eu. Qu'il y a eu des agents peut-être en congé, qu'il y a eu des délais de le délai était peut-être trop court. Il y a peut-être des gens qui n'ont même pas su qu'il y avait des questionnaires. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet parce qu'ils estimaient soit que ça faisait pas assez longtemps qu'ils étaient là. Peu importe les raisons, mais bon voilà. Donc au final, sur 72 questionnaires, on a eu un retour de 28, je crois. 28. Donc ça, après, on va pas trop s'attarder sur les graphiques, même s'ils sont beaux, hein, j'avoue, hein, mais... Donc sur les 29 réponses au total, alors au niveau des infirmiers, donc c'est plutôt les infirmiers de 4 à 10 ans d'ancienneté donc, qui sont majoritaires. Pour les AS, on a plus eu des réponses chez les moins d'un an. Ouais, ils ont pas mal participé. Tu peux zapper la diapo pas, avec ça? Non. Ouais, carrément. Alors, pour la connaissance de la charge en soins IDE. Donc chez les IDE, majoritairement, ça ne pose pas de soucis. Oui, elles sont très suffisantes. Au niveau des aides-soignantes, on est plus dans le peu suffisant. En fait, plus ou moins sur les connaissances de charge en soins, le personnel a estimé que bon, ça va, c'est relativement correct. Pareil pour la charge en soins AS. C'est un peu pareil, hein. Très suffisante pour les IDE. Les AS ont estimé que c'était suffisant. Tu peux revenir avant un petit peu. Ah, pardon. Du coup, je m'excuse pour tout à l'heure, hein, parce que je suis passé assez vite sur la profession d'infirmier, tout ce qui encadre. J'ai pas fait comme Sabrina qui a vraiment bien détaillé tous les référentiels et tout ça. Mais c'est parce que c'est vrai qu'au niveau infirmier, on a beaucoup plus.
c'est beaucoup plus parlant, je pense. Après, vous allez peut-être me dire le contraire. Hein. Alors que le métier d'aide-soignante restait un peu flou, on va dire. C'est pour ça que c'était important de... Oui, Et ça serait se refléter là-dessus, quoi. Voilà, c'était juste une remarque. d'accord. Donc voilà, pour la connaissance, voilà, en charge en soins des AS. Ah oui, on a plus de peu suffisantes quand même. Alors chez les AS, malgré tout. Donc c'est bizarre. Dans la connaissance des limites des compétences infirmières, donc très suffisante chez les infirmières, suffisante chez les aides-soignantes, avec un peu de peu suffisante également. Donc quand même, on est plus ou moins... les personnes questionnées ont estimé que c'était à peu près correct en termes de connaissances. En fait, on a voulu savoir ça pour se dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait des rappels, est-ce qu'il faut qu'on fasse intervenir, je sais pas moi, des juristes, des gens qui sont spécialisés dans la législation pour bien expliquer à chacun son rôle. Donc la connaissance des limites de compétences aide-soignantes. Donc là, c'est un petit peu plus réparti chez les infirmières. Chez les AS, c'est très suffisante à suffisante. Donc on a demandé aussi si on savait faire la différence entre collaborer et déléguer. Donc 100% des personnes ont dit oui. Même si on a eu des petites annotations, des petits commentaires à côté. Voilà, donc pour la collaboration actuelle IDEAS en neuroréanimation, alors du côté des infirmiers, il y a une majorité de peu satisfaits et pareil chez les aides-soignantes. Et là, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est ceux qui sont là depuis moins d'1 an qui vont mettre de peu satisfaisante à très satisfaisante au niveau des AS, je veux dire. Il y a un décalage. Donc en fait, quand on regarde ce dernier graphique-là, on se dit que plus ou moins tout le monde est... Enfin, je ne peux pas non plus dire tout le monde, parce que 29 questionnaires sur 72, je ne peux pas vraiment dire que c'est représentatif du service quand même. Mais voilà, mais pour ces personnes qui ont fait un retour, Cette collaboration est peu satisfaisante. Majoritairement, ils estiment que la collaboration actuelle, elle est peu satisfaisante. C'était sur les questions ouvertes, du coup. Ce qui est ressorti un petit peu, on demandait un petit peu les limites et les difficultés qu'on rencontre dans cette collaboration-là. Donc il y a eu donc, le manque de disponibilité, parce que justement on disait tout à l'heure, pour les AS en tout cas, qui collaborent avec plusieurs IDE, donc elle ne peut pas être disponible autant pour l'un que pour l'autre, enfin bref, de la même manière. Il y a le manque de dialogue qui rejoint aussi les difficultés dans la communication du coup, qui est un point très important je pense dans la collaboration. Il y a la méconnaissance des limites des compétences de chacun, du coup. La méconnaissance du matériel. La collaboration par copinage, je te laisse en parler un peu, ça, parce que tu... Oui, alors ça, ce listing-là, c'est vraiment ce que les gens ont mis sur le questionnaire. Donc en fait, je pense ce qu'ils entendent par là, c'est que quand c'est quelqu'un avec qui je suis à l'aise, avec qui je suis copain, copine, avec qui on va avoir des coups, etc., cette collaboration, elle va se faire spontanément. Je ne vais pas avoir besoin de demander de l'aide, spontanément, on va venir m'en proposer. Que par contre, quand c'est moins mon copain, etc., même si je vois qu'il galère un petit peu dans les soins, il est un petit peu débordé, j'y vais pas forcément. Donc certains ont exprimé, ont déploré ça. Et donc, il faut le prendre en considération parce qu'au final, c'est vrai qu'on n'est pas là pour travailler en collaboration de copinage. Donc on est avant tout des professionnels et dans n'importe quelle situation, il faut qu'on collabore, qu'on soit amis ou qu'on ne soit pas amis. Donc après ça, je pense que dans l'ensemble, on le fait. Je pense pas que ça soit réellement le problème. Mais c'est ressorti quand même dans le C'est quand même ressorti. Alors il y a le manque de formation IDEAS, on va en reparler après. L'absence d'organisation coordonnée des soins, donc ça c'est justement sur la charge en soins et puis la journée
la planification des infirmiers, des aides-soignantes et tout ça. On va revoir aussi après. Le manque d'effectifs AS, et le glissement de tâches et le manque de respect pour le travail de l'aide-soignante. C'est ce que les agents ont exprimé, hein, je répète. Je peux passer. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Après, on D'accord. continue. Ok. Alors, les pistes d'amélioration proposées par les agents, donc former le personnel sur le matériel et les soins techniques spécifiques au service, adopter une communication bienveillante entre soignants, planifier les soins le matin IDEAS, donc même spontanément, hein, le personnel a proposé ça, intégrer plus les AS dans les soins techniques dans la limite de leurs compétences, prendre en compte la charge de travail de chacun, pouvoir se référer à la fiche de poste infirmier-aide-soignante, rechercher une cohésion d'équipe et travailler dans le respect de chacun. Alors, la collaboration infirmier-AS définie ici, hein, la collaboration est l'acte de travailler ou de réfléchir ensemble pour atteindre un objectif. Dans son sens commun, la collaboration est un processus par lequel 2 ou plusieurs personnes ou organisations s'associent pour effectuer un travail intellectuel suivant des objectifs communs, avec des méthodes structurées de collaboration qui encouragent l'introspection des comportements de communication. Ces méthodes ont pour objet spécifique l'augmentation du taux de réussite des équipes quand elles se livrent à la résolution de problèmes en collaboration. C'est les définitions. Là, c'est le rappel législatif, encore une fois, hein, que je ne vais pas... On va pas s'éterniser. Je vous épargne. Au niveau du timing, Mais en fait, c'est bien. Après, il y a des trucs sur le nid. Voilà. L'infirmier. Après, quand même, ce qui est important à noter quand même ici, c'est que l'infirmier ou l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, qui l'encadrent dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Pareil en bas, il peut élaborer avec la participation des membres de l'équipe soignante des protocoles de soins relevant de son initiative. L'infirmière vérifie que l'aide-soignant a les connaissances et compétences nécessaires avant de lui confier la réalisation d'un soin relevant du rôle propre infirmier. Ça, on va le voir, c'est sur vraiment le glissement de tâches, le rôle délégué qu'on ne peut pas et le rôle de collaboration. L'infirmier vérifie la bonne réalisation et les effets des soins infirmiers relevant du rôle propre confié à l'aide-soignante. Donc, les avantages et inconvénients. Donc, au niveau des avantages, la complémentarité du soin avec l'apport des compétences et du point de vue de chacun. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Non. La répartition de la charge physique et émotionnelle que représente la prise en soin d'un patient et de sa famille. Les soins sont réalisés de manière plus sécuritaire et confortable pour le patient et le soignant quand on collabore. Et c'est pour optimiser aussi le temps. Au niveau des inconvénients, on a les échanges de vie respectifs au-dessus du lit du patient. Ça vous parle, ça? On a tendance à obliger un peu le patient quand on est en binôme. On parle souvent de nous, en fait. Alors, les tensions qui sont liées aux différences de caractère de chacun, aux difficultés d'organisation. Pas le même nombre de patients voilà. DES, quoi. Et différentes compétences. Et ce qui est très important dans les difficultés de la collaboration, c'est le glissement de tâches. Je te laisse en parler. Donc le glissement de tâches infirmier aide-soignant, donc attention, collaborer n'est pas délégué. Parce que pendant longtemps, on a pu penser que l'aide-soignante, en fait, elle faisait un rôle qui lui était délégué, c'était le rôle propre infirmier qui lui était délégué. En réalité, non, c'est vraiment un rôle de collaboration. Donc, puisque déléguer, ça veut dire transmettre, confier une responsabilité à quelqu'un. Que collaborer, c'est travailler avec. C'est pas pareil. En termes de responsabilité, c'est pas la même chose. Donc après, voilà, les textes sont sans ambiguïté. L'aide-soignante, elle collabore, elle n'agit pas par délégation. Cette collaboration, elle est limitée aux actes relevant du rôle propre de l'infirmier et pour lesquels elle a reçu une formation. Donc ainsi, la sollicitation de l'aide-soignante se limite aux soins de confort, d'hygiène et de surveillance.
Il n'y a donc pas de transfert de responsabilité, mais seulement un travail en équipe, un partenariat. L'aide-soignante n'a pas toujours conscience qu'accepter aussi un geste ou un soin qui ne représente pas seulement un simple glissement, enfin ne représente pas seulement un glissement de tâche. C'est souvent vécu, alors c'est vrai, hein, comme une reconnaissance en termes de confiance et de professionnalisme. Donc on peut être amené à dépasser nos fonctions. Et du coup, le glissement de tâche devient une habitude et le quotidien. Et donc là, on passe dans l'exercice illégal de la profession d'infirmier. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Parce que c'est très important, parce que tout le monde a mis oui, on sait ce que c'est la différence entre collaborer et déléguer. Mais est-ce que vraiment ça vous êtes au clair là-dessus? Je peux dire, hein? Oui, vraiment. Ça fait écho chez vous à des expériences personnelles en mode on n'était pas trop. Hein? D'accord. Chez nous aussi, on s'est bien reconnu, hein, t'inquiète pas. Voilà. Parler des choses qui fâchent. Ça, après, voilà. Donc l'expérience de l'aide-soignante, ces connaissances acquises sur le terrain au cours des années, donc ça ne nous autorise pas, c'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on est là, 17 ans qu'on est là, ça ne nous autorise pas à faire des soins qui ne relèvent pas de nos compétences. Parce que il peut y avoir des problèmes. Hein, effectivement, en cas de procès, le juge ne reconnaîtra pas l'habitude, la coutume au mépris de la règle de droit. Et dans ce cas-là, pareil, hein, si l'infirmier il est aussi au fait que son aide-soignante, elle fait des gestes qui ne relèvent pas de sa compétence, sa responsabilité légale, elle est directement engagée. Hein. L'aide-soignante de fait, parce que c'est elle qui va faire le geste, mais je peux vous dire que l'infirmier aussi. Et puis après, ça va monter dans les niveaux. Ils vont chercher également si au niveau de l'encadrement, ils étaient au courant, est-ce que c'est une habitude du service, voire même est-ce que c'est une habitude de l'hôpital. Et après, si en haut, la direction, il s'avère que non, c'est pas de là-haut, la direction aussi peut se retourner contre vous. Après, il y a l'exercice illégal de la profession d'infirmier, mais il y a aussi la mise en danger de la vie d'autrui, voire homicide involontaire, quand ça se passe très mal. Ouais, ça peut aller très loin finalement, on ne se rend pas compte. Je me permets juste d'intervenir, même si j'ai dit qu'on posera les questions à la fin, on continuera, mais c'est vrai que c'est un moment très très important, cette partie-là. Et effectivement, c'est ce que je me suis noté aussi, le glissement de tâches, en fait, c'est parce que aussi la charge de travail infirmière, elle augmente. Donc forcément, les infirmiers, ils vont demander peut-être davantage aux aides-soignants. Et malheureusement, souvent, c'est des éléments qui ne sont pas forcément de la compétence à un aide-soignant. Donc ça va glisser et du coup, on ne sera plus dans les D'autant que peut-être en amont, le médecin il fait des glissements de tâches aussi sur vous. Exactement. Et du coup, par effet boule de neige ou je ne sais pas quoi, ça nous retombe dessus en bas. Et le risque à la fin, ça va être pour le patient aussi, parce que du coup on n'est plus du tout dans une prise en charge sécuritaire. À partir du moment où c'est un personnel qui n'a pas la compétence de faire un geste mais qui le fait quand même, c'est qu'au bout, le patient, il prend des risques. On lui fait prendre des risques. Après, et à nous aussi. J'ai souvent dit, quand la fois où l'infirmière, l'aide-soignant descend avec un patient intubé en bas sous la demande du médecin, quand c'est la nuit ou même éventuellement que ça pourrait se passer de jour, il faut toujours tracer ces actes-là, que vous soyez infirmier ou aide-soignant, mais il faut tracer que sur la demande du médecin et du fait d'une charge importante dans le secteur, l'aide-soignant est descendu avec le médecin, un patient intubé ventilé. Vous le tracez, c'est noté, et du coup, il y a au moins... Dans le dossier, ça vous dégage personnellement. Mais c'est sous l'accord du médecin. C'est le médecin qui décide. Mais ça doit rester des exceptions. Si on devait protocoliser le transport par l'aide-soignante du patient intubé, il faut le protocoliser et il faut que la direction elle soit au fait. Pour l'instant, on n'y est pas. Et pour avoir posé déjà la question auparavant, ça ne se fera pas. Donc c'est dans notre organisation qu'il faut qu'on trouve des solutions pour éviter ce glissement de tâches. Et puis en même temps, les infirmiers, j'ai envie de vous dire que si
on se décharge et qu'on dit, ah ben tiens, on va protocoliser pour que ce soit les aides-soignants qui le font davantage, mais vous, votre décret, il ne progressera pas non plus. C'est-à-dire que vos tâches à vous, eh ben, vous n'allez pas les mettre en avant et montrer que vous avez une charge en soins qui est importante et que finalement, peut-être qu'un infirmier pour 2 patients aujourd'hui, ce serait peut-être plus avantageux qu'un infirmier pour 2 patients uniques. Donc en fait, c'est tout ce questionnement-là qu'il faut avoir. Il ne faut pas déléguer pour déléguer. C'est sûr qu'il faut sécuriser les soins, autant pour les infirmiers que pour les aides-soignants. Mais c'est un travail. Il ne faut pas déléguer du tout. Et c'est un gros travail. Après. Et les risques que vous encourez, autant vous, hein, et moi je le dis aussi, hein, j'ai pas envie d'aller en prison non plus. Donc c'est un travail qu'on doit faire conjointement. Et pas forcément quand un aide-soignant vous dit ben oui, c'est pas dans mes compétences et je peux pas le faire. Il ne faut pas non plus aller le juger par rapport à ça. Et certains parmi vous qui sont peut-être jeunes, ben, des fois ils vont dire bon, ben oui, mais si je dis non, peut-être qu'on va me mettre à la porte. Mais ce n'est pas du tout l'objectif non plus. Donc il faut vraiment en discuter. Et si vraiment il y a trop de soins qui ne sont pas de vos compétences et qui glissent, il faut qu'on discute et qu'on trouve des solutions pour éviter que ce soit ainsi. Après, en parlant de ça, là, on a l'impression là qu'on est en train de faire un peu peur aux gens sur voilà, chacun reste à sa place, alors que ce n'est pas le but du tout de notre travail là, parce que là on parle de collaborer. Donc, mais en collaborant, il faut quand même faire attention, c'est très important à ce point-là. De rester dans les limites de ce cadre et c'est pour ça que... Vraiment, c'est ce qui nous est demandé et c'est la bonne pratique. Et puis comme elle disait Madame Célie, c'est ce qui va permettre de faire évoluer les choses aussi. Parce que du coup, ça date pas d'aujourd'hui en fait, les problèmes de collaboration infirmier et aide-soignant, et c'est pas la neuroréanimation qui l'a inventé. Hein. Cliquez dans votre barre de recherche et vous allez halluciner le nombre d'écrits qu'il y a là-dessus. Et qui date en plus. Et puis c'est toujours d'actualité, c'est toujours un pourparler. Donc les référentiels de compétences, je dirais, elles vont être en réécriture parce qu'ils sont bien conscients du décalage, donc des textes de loi d'avant, etc. Et puis surtout des besoins des infirmiers par rapport aux compétences des aides-soignantes. Ce décalage-là, ils en sont conscients par rapport à la charge de travail réelle dans les services. On a vraiment besoin que tout soit remanié. Des questions, c'est après. Ouais, bon, je ne vais pas m'éterniser. Hein. Après, il y avait quelques soins qui étaient cités, mais voilà. Ça passe plus. Donc sur les pistes d'amélioration, du coup, en tenant compte de ce que vous avez ressenti du questionnaire. Et ça écrit « Je réponds pas aux sonnettes, moi je suis infirmière, pas aide-soignant ». Et là, elle répond « Je sais ce qu'elle te dit, l'aide-soignante ». Donc voilà. Donc le premier point, c'est vraiment la communication, hein, qui est importante. Vas-y. Ça marche ? Vas-y, comme tu as traité ce sujet. Alors la communication, donc c'est le point d'ordre d'une collaboration IDE et AS de qualité. Donc on le voit dans les services, hein, dans le service que c'est souvent mis à mal parce qu'on a une charge de travail, parce qu'on est stressé, parce qu'il y a des urgences, parce que on est fatigué. On est quoi ? On s'est levé du pied gauche. On s'est levé du pied gauche, on s'est mal couché, enfin bref. Toutes les situations qui font que ça peut... voilà. Et puis le caractère de chacun aussi, hein, parce que mine de rien, on est 72, alors on n'est pas 72 là en même temps, mais sur une tranche horaire, sur une journée, on est quand même nombreux, avec des caractères bien différents, donc c'est sûr que, oui, parfois c'est un peu tendu. Mais bon, malgré tout ça, il va falloir prendre sur nous et trouver le courage de s'exprimer dans un langage bienveillant, professionnel et respectueux, oser dire les choses, identifier et verbaliser ses besoins, partager et écouter, s'octroyer, pourquoi pas, un temps de parole pour mettre à plat. Il y a une intubation, désolé, on va devoir lâcher le balai, parce que quand même la priorité c'est le patient à côté. Donc il faut aussi qu'on arrive en tant qu'aide-soignant, parce que finalement parfois on peut avoir ce côté de dire il faut que je termine, il faut que ça soit fait dans ma tranche horaire, il faut que...
Et on en oublie que, non, mais par contre, ma priorité, c'est mon patient. Donc si à côté de ça, il y a un imprévu qui fait que je vais devoir lâcher mon balai, ma serpillière, mon pliage de linge, oui, il va falloir lâcher. Et si on ne peut pas le faire aujourd'hui, tant pis, ou si on ne peut pas le faire dans la journée, ça sera déporté sur la nuit, voire sur le lendemain. Mais en tout cas, les soins restent prioritaires quoi qu'il arrive. Donc on a rajouté quelques remarques importantes. Donc il ne faut pas oublier que le patient doit rester au centre de nos préoccupations. C'est son bien-être, sa sécurité qui doit nous préoccuper en premier. On doit aussi respecter le travail invisible que j'ai mis là en nous impliquant ensemble, autant que possible dans les tâches annexes et transversales de notre service. En fait, j'entends par travail invisible, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est toute la logistique, c'est le matériel qui arrive, les commandes et tout ça. Que c'est pas attribué à une ou une fonction, c'est vraiment tout le monde qui peut aller décartonner, qui peut aller... c'est pas parce que c'est le rangement de Mac 2, ce soit les aides-soignantes qui fassent, c'est vraiment trouver une organisation là-dedans également. J'irais même plus loin, le travail invisible, c'est simplement le travail de votre collègue du box à côté que aussi. Vous ne voyez pas. Et l'aide-soignante, c'est l'aide-soignante qui travaille avec vous, c'est votre binôme à vous, sauf que c'est le binôme de l'autre infirmière aussi. Et donc forcément, son travail à elle avec l'autre infirmière, vous en tant qu'infirmier, vous ne le verrez pas. Donc c'est aussi ça le travail invisible. Après, il faut trouver aussi du coup un équilibre dans la collaboration parce que on voit aussi que justement par rapport à ça, quand il y a des infirmiers par exemple qui va avoir plus le besoin d'avoir l'aide-soignante avec lui et qui va du coup un peu accaparer cette aide-soignante-là, qui va du coup avoir moins de disponibilité pour l'autre. Donc vraiment essayer d'harmoniser tout ça. Vraiment, voilà, de solliciter quand le besoin est vraiment, on ne peut pas faire autrement. Parce que non, voilà, il y a vraiment des passages dans la journée où c'est vraiment la collaboration est inévitable et très importante, mais il y a d'autres moments aussi où on peut s'en passer, voilà. Donc pour conclure, donc la collaboration infirmier-aide-soignant, c'est un sujet, comme je vous ai dit, qui beaucoup été traité, qui est toujours traité d'ailleurs. Alors, ils mettent en avant les nombreux avantages, parce que quand même, il y en a, c'est pas dans tous les services on peut travailler en binôme étroit comme ça. Je pense que dans les services de médecine, en tout cas pour les souvenirs que moi j'en avais, il y avait le tour infirmier, puis le tour des AS, donc on n'est pas vraiment ensemble. Donc en neuroréanimation, on a cette chance-là. Par contre, il va falloir rester vigilant sur les risques réels que représente le glissement de tâches. Donc parfois la charge de travail, le fait de vouloir aider, la recherche de reconnaissance, le sentiment de confiance font dériver les pratiques et mettent ainsi en danger le patient, mais aussi les soignants. Donc même si les textes législatifs encadrent plus ou moins bien les rôles de chacun, il y a quand même des zones de flou qui font que parfois on se pose la question de est-ce que je peux lui demander ça ou pas à mon aide-soignante. Donc il faut savoir que le métier de l'aide-soignant, il est en remaniement. Ça a été mis en attente à cause de la crise de la Covid, mais c'est prévu que nos champs de compétences soient élargis. Donc moi, ce que j'ai retrouvé comme information, c'est qu'on pourrait nous conférer 27 nouveaux actes à notre profession. Après, il faut savoir que ça n'est pas simple, parce qu'au niveau de certains infirmiers, peut-être libéraux, ils font blocage sur certains soins pour des raisons qui leur sont propres. Et puis, ils demandent aussi, et ça peut être légitime et ça s'entend, ils demandent aussi que du coup, si le métier de l'aide-soignant est revisité, à ce que leur métier le soit également. Parce qu'au final, si on nous octroie de nouvelles compétences, qu'en est-il de la responsabilité finalement? Est-ce qu'on va dégager un rôle propre aide-soignant ou pas? Il y a plein de questions autour de ça. Je pense que c'est pas aussi simple de remanier tout ça. Et qu'en est-il des aides-soignantes qui sont en poste actuellement? Comment faire pour les remettre à niveau par rapport à ces nouveaux actes? Est-ce qu'il faut qu'elles partent en formation pendant un an? Donc, je ne sais pas. C'est toute une l'organisation. Franchement, c'est en cours, c'est en travail, donc il faut savoir. Donc, en même temps, ça montre qu'ils sont conscients de ce problème. Ils savent qu'au final, l'aide-soignante, en l'état actuel des textes, elle ne peut pas aider.
elle peut aider l'infirmière, mais pas autant serait qu'elle possible. pourrait en avoir besoin. Donc ça, ils en sont totalement conscients. C'est juste que là, en l'état actuel de la loi, eh ben, pour l'instant, nous, eh ben, on a les mains liées. On ne peut pas. Et aussi, on a voulu conclure en disant que la collaboration, c'est pas que infirmier, aide-soignant, donc ça peut être infirmier, aide-soignant, aide-soignant, mais c'est surtout une équipe pluridisciplinaire, la neuroréanimation. On travaille avec les médecins, les kinés, les internes, les orthophonistes, cadres de santé, la secrétaire. Donc tout ça dans un seul but, c'est le projet de soins autour du patient. Alors il faut aussi que la communication se fasse entre tous ces acteurs. Parce qu'au final, quand on est dans les soins, et ben oui, quand il y a le médecin au-dessus, c'est bien aussi qu'il s'intéresse de connaître la charge de travail. On a eu le cas dernièrement d'un des médecins, j'ai trouvé ça très, très pertinent du coup de sa part, qui s'est rendu compte que l'infirmière, au vu de la charge de travail, elle a reporté, je ne sais plus si c'était un changement de canule ou quelque chose comme ça, pour le lendemain. Donc oui, oui, j'ai envie de dire, oui c'est légitime, mais c'est bien d'y avoir pensé. Peut-être ça aurait été un autre médecin, il aurait dit, bon, quand tu auras fini ça, tu enchaîneras direct là-dessus. Oui, parce que du coup, là, ce sujet, la collaboration infirmier-AS, c'est vraiment, ça peut s'élargir du coup vers la collaboration avec les autres professionnels. Voilà. C'est vraiment un petit sujet. Après, je m'excuse sur le début de l'intervention, c'est vrai que j'ai été peut-être un peu ému parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur pour qu'on puisse travailler et puis... retrouver un peu ce qu'on a perdu. Voilà. Bon, après, ça ne sera jamais pareil. On est dans des nouveaux locaux avec un nouveau personnel, voilà. On en est conscient. Voilà, on est bien conscient que c'est pas au sortant de cette réunion, là, en claquement des doigts, ça va être la petite maison dans la prairie en rien euro. Donc, mais au moins, ça permet, j'espère, vous allez nous dire en retour, que ça a permis de poser certaines choses, de clarifier certains points, et puis maintenant, libre à la discussion. Et puis, Juste par rapport au dernier point, n'oubliez pas que vous êtes une équipe, je parlais de binôme, collaboration, et vous l'avez très bien dit, il ne faut pas oublier aussi les médecins, le kiné, etc. Mais effectivement, on est une équipe, et donc du coup, infirmiers, médecins, kinés, vous travaillez tous ensemble, donc la communication, elle doit être avec tout le monde. Donc effectivement, si vous ne dites pas au médecin, là voilà ma charge de travail, il ne va pas vous dire, tiens, on va décaler ce soin-là, effectivement. Donc, et pareil, les médecins eux aussi, ils ont un secteur, ils s'occupent d'un secteur de patients, donc ils vont avoir quand même une idée de ce qui se passe sur le secteur d'à côté, sauf que des fois, ils ne vont peut-être pas tout voir non plus pour vous, les infirmiers et les aides-soignants. Et puis si on ne verbalise pas les besoins, donc comme je l'avais dit précédemment, ils ne vont pas le deviner, parce qu'au final, si vous le faites, pour eux, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Autrement, peut-être à un moment, vous auriez dit stop, là moi je ne peux pas, je ne peux plus, ça déborde. Ce qui est aussi important aussi dans le travail en collaboration, en binôme, là, c'est que c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a déjà nos 2 patients attitrés à prendre en charge, mais il faut se dire qu'on a aussi les autres patients autour. C'est pas un binôme avec mon aide-soignant, ce sera juste avec elle que je vais travailler toute la journée. Je pourrais être amené à travailler avec une autre aide-soignante qui est disponible à ce moment-là, et puis pas rester fixé sur ces patients et vraiment savoir ce qui se passe autour avec les autres patients. Oui, tout à fait. Après, je pense que ça se fait quand même assez... En tout cas, ça se fait déjà. Pour certains, ils n'attendent pas d'avoir absolument leur aide-soignante binôme présente là. De toute manière, quand on fait la pause méridienne à tour de rôle, c'est juste impossible. Dans la continuité des soins, s'il y a nécessité, on va solliciter du coup l'aide-soignante qui est restée là en surveillance avec les patients. Est-ce que vous avez des questions, des remarques?